Et c'est le moment d'ouvrir la page de notre chronique santé avec Yasmine El Khaïrouni qui vient de me rejoindre sur ce plateau avec son invité, le professeur Rachid Reilane. Bonjour Yasmine, bonjour professeur. Bonjour Pape, un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir qui est partagé, Yasmine. Alors, moins de 48 heures, Yasmine, nous sépare de la journée mondiale des sourds. La perte d'acuité auditive, qu'est-ce que c'est? Comment la traiter? Autant de questions que nous allons aborder avec le professeur Reilane. Et je vois que vous avez très bien fait vos devoirs, Pape. Absolument, 48 heures. C'est le 24, c'est le dernier samedi du mois de septembre, la journée mondiale des sourds. Et donc, cette année, ça sera le 24 septembre, c'est après-demain. Et pour répondre à ces questions, eh bien, on a avec nous le professeur Rachid Reilane, secrétaire général de la Société marocaine ORL. C'est bien ça, professeur. Un plaisir de vous avoir. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Alors, justement, comment on peut définir, professeur Reilane, la surdité? C'est quoi exactement? Alors, la surdité, on l'appelle aussi l'hypoacousie. Et hypo, c'est un préfixe qui exprime l'insuffisance et la diminution. Et si on veut définir la surdité, on peut la définir comme étant une diminution de l'incapacité de l'individu à percevoir les sons de son entourage. Et si on veut faire simple, on peut dire carrément que la surdité est une baisse de l'acuité auditive, quelle que soit son intensité et quel que soit l'âge de survenue. Ok. Alors, est-ce qu'on fait de la différence, justement, entre surdité, entre une personne sourde et une personne malentendante? Est-ce qu'il y a une différence de degré d'handicap? Exactement. Oui, ça, c'est un autre volet de la définition aussi, parce qu'une surdité peut se définir par son intensité. Et on peut carrément scinder la surdité en 4 degrés d'intensité. Une surdité légère, une surdité moyenne, une surdité sévère et une surdité profonde. Selon, bien sûr, l'intensité. Donc, il n'y a pas une seule surdité, il y a plusieurs surdités. Selon le degré. D'accord, on peut parler de malentendant si on a encore une surdité qui n'est pas encore profonde. Parce que lorsque la surdité est profonde, c'est la surdité, c'est la cophose. Mais le malentendant peut avoir une baisse d'acuité auditive à des degrés variables. Alors, pour revenir à la journée mondiale, justement, est-ce que c'est important de sensibiliser à la surdité, professeur Reilane? Dans le sens, est-ce qu'on peut prévenir la surdité? Mais bien sûr, lorsqu'on parle de la surdité, c'est un véritable handicap qui vient en deuxième rang après l'handicap moteur et bien avant l'handicap visuel. Donc c'est un véritable problème de santé publique qu'il faut prévenir parce que c'est un fardeau. Donc prévenir passe toujours par la sensibilisation. Et quand on parle de la sensibilisation doit avoir plusieurs pistes. D'abord, sensibiliser le grand public à mieux connaître la surdité et son implication en termes de communication d'intégration sociale. Et de cause, peut-être? Oui, bien sûr. Et sensibiliser nos jeunes aujourd'hui du risque des nouvelles approches et des nouvelles conduites, malheureusement, qui sont néfastes pour les oreilles, et principalement l'utilisation irrationnelle des écouteurs et des smartphones aujourd'hui, avec l'intensité, c'est dangereux, avec l'intensité accrue, bien sûr, de l'utilisation et la durée aussi prolongée. Donc ça provoque une surdité acquise à ce moment-là, et non pas congénitale. Non, c'est pas congénital. Lorsqu'on parle de la surdité congénitale, c'est une surdité qui survient chez les nouveau-nés pendant la période de la grossesse. Donc, c'est une surdité. Les nouveau-nés naissent avec une surdité congénitale. Aujourd'hui, au Maroc, on a 700 nouveau-nés, 700 enfants qui naissent avec une surdité congénitale profonde. Et si on rajoute les surdités acquises qui surviennent dans les 2 premières années, 3 ans par la suite, on peut avoir un chiffre aux alentours de 1000 enfants sourds chaque année au Maroc. Et là, c'est un chiffre, bien sûr, alarmant, qui suscite les décideurs et, bien sûr, les autorités concernées à instaurer un programme national d'envergure pour prévenir et prendre en charge. C'était le plan en 2015 déjà. Mais est-ce que ça a pris ou pas? C'est un plan qui a été, bien sûr, qui a visé donc la surdité, un plan de 2014-2020. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un dépistage systématique de la surdité. On travaille. On a aujourd'hui une région pilote. On a commencé ça dans la région orientale, dans le but de le généraliser sur toutes les régions au Maroc, parce que la surdité doit être dépistée le plus tôt possible. Parce que dépister ou diagnostiquer une surdité, la prendre en charge à terme, c'est le meilleur garant pour guérir un enfant sourd. C'est possible d'en guérir, justement? Pas en guérir, mais pour le rendre un enfant normand entendant.
Aujourd'hui, on a plusieurs procédés qui visent à remédier à ce problème. Les prothèses auditives conventionnelles, l'implant cochléaire. Donc tout ça, c'est juste pour remédier à la surdité. Je pense que Papa a une question. Je le vois très intéressé par le sujet depuis tout à l'heure. Je vais revenir sur la question du dépistage. Oui. Parce que dans certains pays, le dépistage, disons, de la surdité se fait dès la naissance. Ça, c'est le jeune papa qui parle. Voilà, d'où l'importance également d'en faire autant au Maroc. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Oui, malheureusement, on n'est pas encore là. Donc, le dépistage, on peut parler de deux types de dépistage. Il y a un dépistage ciblé, ce qui vise les enfants issus d'un mariage consanguin ou bien des enfants qui ont séjourné dans le service de la réanimation néonatale, des enfants qui naissent avec, bien sûr, une pathologie maternelle. On vise les enfants avec un dépistage ciblé, juste pour ces enfants-là. Les bébés à risque, voilà, les enfants à risque. Mais à côté de ça, il y a un dépistage systématique pour tout nouveau-né. Et ça, c'est l'avenir pour le Maroc, parce que le nombre de la surdité intéresse 1 pour 1000 naissances. Au Maroc, on a aux alentours de 650 000 naissances, et du coup, on a entre 650 et 700 nouveau-nés qui naissent avec une surdité congénitale. Et donc, il va falloir les dépister et les prendre en charge à temps. Est-ce que, par exemple, les jeunes parents peuvent, à la naissance, demander un dépistage? Ce n'est pas aujourd'hui automatique chez nous au Maroc. Mais est-ce que les parents peuvent le demander? Mais bien sûr, on a toujours des demandes qui émanent des parents. Donc là, on parle d'un dépistage même quand il n'y a pas de risque. Oui. Parce que le dépistage se fait par des tests qui sont simples, des auto-émissions acoustiques, et on peut les refaire après 3 jours, voire 1 mois. C'est toujours à la demande des parents, c'est faisable, on le fait quotidiennement, on le fait souvent. Mais là, on parle d'un programme national de dépistage systématique. C'est ça qui est nécessaire. C'est un programme national qui doit être bien instauré, parce que par la suite, si on dépiste ces enfants qui sont sourds, il faut bien sûr les prendre en charge par la suite. Parce que comme vous dites, professeur Hélène, c'est 1000 enfants par an, et donc c'est 1000 enfants qui se rajoutent à d'autres formes d'handicap. Et quand on parle d'handicap, c'est des difficultés d'insertion scolaire et professionnelle plus tard, et sociale. C'est toutes ces choses-là. Exactement. Absolument. Alors, comment on mesure justement la surdité, professeur Hélène? Évidemment, donc, pour toute pathologie, il y a un bilan à faire. Il y a des examens complémentaires à réaliser, il y a des explorations, et la surdité n'échappe pas de ce principe. On a plusieurs tests à réaliser pour évaluer le degré et le seuil auditif de l'individu. Et le principal moyen reste ce qu'on appelle l'audiogramme, l'audiométrie. C'est un test qu'on réalise au cabinet clinique, de préférence dans une cabine insonorisée. C'est un générateur de son qui délivre des sons avec intensité et fréquence variables, et que le patient les perçoit avec un casque. Et donc, ça permet à la fois de déterminer le seuil auditif du sujet testé, mais ça permet aussi de nous donner une idée sur le type de la surdité. Est-ce qu'il s'agit d'une surdité de transmission ou bien une surdité de perception? C'est très important, ça permet de nous orienter dans notre démarche étiologique. Mais l'inconvénient, si vous permettez, l'inconvénient majeur de ce test, c'est qu'il reste un test subjectif. C'est-à-dire qu'il nécessite et qui demande une coopération du patient, une participation active, chose qui n'est pas possible dans certaines situations. Par exemple, chez un jeune enfant qui ne parle pas encore, ou bien une personne qui est atteinte d'une pathologie neuropsychiatrique, ou carrément chez un patient qui simule simulateur qui simule une surdité dans un cadre médico-légal. Dans ces contextes et dans ces conditions, on a recours à d'autres, bien sûr, procédés à d'autres tests qu'on a entre les mains. Donc l'impédance mitrée, les auto-émissions acoustiques, les potentiels évoqués. Exactement, c'est des tests. Parce qu'il nous reste 2 minutes. Et si on peut essayer de comprendre avec vous, vous qui êtes professeur justement, vous avez enseigné à l'université, vous êtes secrétaire général de la SMORL, qu'est-ce qui fait que le plan national, puisque c'est ça votre revendication en tant que société savante, qu'est-ce qui fait que ce plan national n'a pas décollé? Contrairement à d'autres plans, on a vu, qui sont importants de dépistage, comme celui du cancer du col de l'utérus pour la femme, le cancer du sein. Est-ce que... Et pourtant, c'est une question de santé publique, la surdité. Pourquoi ça n'a pas décollé? Oui, c'est une question très importante parce qu'on n'a pas cessé dans notre société marocaine d'ORL à rappeler et à lancer donc notre appel aux autorités concernées et aux décideurs politiques pour instaurer ce plan national et ce programme de dépistage. Aujourd'hui, on a entre les mains ce programme, on l'a démarré dans la région orientale et on attend les résultats pour le généraliser donc sur tout le territoire marocain. Et qu'est-ce qui manque à votre avis?
Il manque Est-ce rien. que ça coûte cher, justement Il manque que la volonté, il manque rien. On a les moyens. Est-ce que ça coûte cher de faire des dépistages Ce qui est cher, c'est pas le dépistage. Parce que le dépistage se fait Voilà, c'est la prise en charge qui va venir par la suite. Parce que l'implant cochléaire est un dispositif onéreux. Donc quand on veut faire un plan national, il faut être capable de gérer le diagnostic, en fait, les résultats. Voilà, et d'assurer donc. D'assurer, tout à fait, la prise en charge. Exactement. Absolument. Pape, rassuré? Rassuré, mais on peut rassurer. Un peu rassuré, voilà, l'autre question concerne l'accompagnement des parents. Comment accompagner ces parents à qui vous venez d'annoncer, par exemple, que voilà, son enfant est atteint de surdité. Ouais. Effectivement, on a deux problèmes concernant un enfant dans une famille. Et bien sûr, le premier problème, c'est d'annoncer le diagnostic. Il faut prendre tout le temps et faire toutes les investigations possibles pour annoncer un diagnostic exact. La deuxième étape, et c'est plus importante, avant de s'engager dans un procédé, dans un moyen thérapeutique, il faut bien sûr sensibiliser la famille. Parce qu'on doit avoir une famille qui est engagée. Parce que la prise en charge d'un enfant sourd ne se résume pas dans l'implant cochléaire, mais tout un processus qui va venir par la suite. De stimulation, voilà, etc. avec une rééducation orthophonique, avec un réglage, avec un engagement familial. On est dans l'obligation de rendre l'antenne. Voilà, on a fait le point avec vous. On rappelle, le 24, c'est la journée mondiale des sourds, absolument. C'est le dernier samedi de chaque mois de septembre. Merci infiniment, en tant que secrétaire général de l'ASMOR, d'avoir fait le déplacement dans nos locaux. Vous êtes le professeur Rachid Reilen. Merci, Pape Diouf, de nous avoir reçus. Merci Yasmine, merci également au professeur.